Bonjour, bonjour et bienvenue dans Et c'est pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien, celui qui vous invite chaque semaine à ralentir le mental, à éclairer ce qui se joue vraiment dans vos relations, à reprendre du pouvoir dans votre manière d'aimer, de communiquer, de poser vos limites, de vous positionner dans votre monde. Je suis Daniela Knafo, coach, hypnothérapeute, constellatrice familiale. Je suis autrice de plusieurs livres de développement personnel. Je vous accompagne vers la guérison des blessures de l'enfance émotionnelle, des addictions, des traumatismes, du burn-out, de la dépendance affective et de bien d'autres. Avec Chiara Gomis, nous allons explorer un mécanisme relationnel aussi discret qu'ultra structurant, un schéma invisible qui agit en coulisses dans vos conflits, dans vos frustrations répétitives, dans vos épuisements affectifs, parfois même dans vos ruptures intérieures, le triangle de Karpman. Alors, prenez un instant, vous qui écoutez ce podcast, pour vous poser intérieurement cette question simple, honnête. Dans vos relations, avez-vous déjà eu l'impression de revivre toujours le même scénario? Avec des personnes différentes, des contextes différents, des décors différents, tout en retrouvant exactement les mêmes tensions, les mêmes malentendus, les mêmes blocages? Comme si quelque chose se rejouait en boucle, sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi. Aujourd'hui, nous allons mettre de la lumière dans ces répétitions, comprendre comment elles se construisent, quel rôle invisible vous adoptez parfois sans même le vouloir, comment ces rôles s'installent. 3 rôles dans votre fonctionnement émotionnel, mental, relationnel, et surtout comment s'en sortir pour créer des relations plus conscientes, responsables, je dirais même équilibré et aligné avec votre vraie vérité. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. Ce thème me parle énormément parce que dans la vraie vie, on a souvent l'impression de faire de notre mieux dans nos relations, d'essayer d'être juste, aidant, présent, et pourtant on finit fatigué, frustré, parfois même en colère, sans vraiment comprendre ce qui se joue en profondeur. Daniela, qu'est-ce que le triangle de Karpman et pourquoi est-il aussi central pour comprendre nos relations? J'adore le triangle de Karpman, c'est le jeu le plus diabolique au monde. Ce triangle se joue, il faut être minimum 2. C'est un modèle psychologique qui décrit 3 rôles relationnels que nous endossons très souvent de manière inconsciente dans les situations de tension, de conflit, de surcharge émotionnelle ou de déséquilibre relationnel. Ce triangle repose sur 3 positions principales. La victime, le persécuteur, le sauveur. Ce ne sont pas des identités figées, non. Ce ne sont pas des étiquettes définitives. Ce sont des rôles, des postures relationnelles temporaires que nous adoptons pour faire face à une situation que nous percevons souvent comme difficile, injuste, menaçante ou trop lourde émotionnellement. Et ce qui rend ce modèle puissant, c'est qu'il permet de comprendre concrètement ce qui se passe dans la vraie vie, dans un couple, dans une famille, au travail, entre amis, dans une équipe, dans une relation à soi-même, en mettant les mots simples sur des dynamiques complexes. Donc si j'ai bien compris, il y a 3 rôles. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Oui, on a le premier rôle, celui de la victime. La victime. La victime, c'est le Calimero. La victime se perçoit comme impuissante, incomprise, dépassée. C'est jamais de sa faute. Elle est submergée par ce qui lui arrive. Elle a l'impression que tout lui tombe dessus, que les autres lui font du tort, que la situation est injuste, que rien ne dépend vraiment d'elle. Elle attend souvent qu'une autre personne vienne lui tendre la main, lui dire « Viens, je vais t'aider, je vais te réparer la situation, je vais te sauver. Je vais t'aider à comprendre, à reconnaître. » Et elle a besoin d'un sauveur pour la rassurer, la protéger. Dans la vraie vie, cela donne des phrases comme ça. « J'en ai marre. Tout est toujours contre moi. Personne ne me comprend vraiment. Je fais tout ce que je peux, mais rien n'y change. » Et dans ce besoin inconscient, à la fois dominant, il va y avoir ce besoin de soutien, de validation, de reconnaissance, de sécurité émotionnelle. C'est un sentiment de valeur personnelle. Chiara, le deuxième rôle, c'est le persécuteur. Le persécuteur, c'est le critique, celui-là qui vient titiller, celui-là qui vient accuser, qui impose, qui met la pression, qui élève la voix, qui tranche, qui décide pour les autres. Il se place dans une position haute, souvent dominatrice, il donne des ordres.
Il pointe les erreurs, il rigidifie les échanges. En surface, il paraît fort, sûr de lui, autoritaire. En profondeur, le persécuteur agit depuis une peur intense de perdre le contrôle, de perdre la maîtrise de soi, d'une situation, et aussi dans la peur de se sentir vulnérable, impuissant et surtout insignifiant. Dans la vraie vie, cela donne des phrases comme ça. Tu fais toujours n'importe quoi, heureusement que je suis là. Si je m'en occupe pas moi-même, rien n'avance. Il faut que ça soit fait comme ça, sinon tu vas rater. Regarde, t'es toujours nul. Il a ce besoin inconscient de dominer, de préserver une sécurité, de maîtriser. C'est une forme de protection contre la peur et l'insécurité. Puis, Kara, il y a le troisième rôle, le sauveur. Le sauveur, il intervient, c'est le Zorro. Il intervient, il va aider, il va conseiller, il prend en charge les problèmes des autres. Il porte leurs émotions, il va anticiper à leur place leurs besoins. Il va régler le conflit, régler les litiges. Il va faire passer les besoins des autres avant les siens. Il donne beaucoup, trop parfois, jusqu'à l'épuisement. Il va agir depuis une croyance inconsciente que l'amour, la reconnaissance et la valeur personnelle passent par le fait d'être utile. Dans la vraie vie, cela donne des phrases comme ça. Laisse, je m'en occupe, je prends en charge. Non, tu peux pas porter tu peux pas porter ça, c'est trop lourd pour toi. Alors que la personne va faire 2 mètres, elle va faire 1,10 m. Je ne peux pas te laisser comme ça. Tu as besoin de moi. Si je ne t'aide pas, personne ne va le faire. Et dans ce besoin inconscient dominant, l'utilité, il va avoir besoin d'être utile, d'une reconnaissance, et son amour va être conditionné par le service rendu. Donc si on comprend bien, on peut changer de rôle très vite sans même s'en rendre compte. Alors c'est pour ça que le jeu est diabolique, il va se jouer minimum à 2. Dans ce rôle-là, il faut qu'il y ait 2 personnes. Sinon c'est pas drôle, on peut pas jouer tout seul. Et dans ce rôle-là, la victime, elle va se plaindre de quelque chose. Il va y avoir une personne qui va venir la sauver. Et c'est exactement ça. Quelqu'un commence une discussion en posture de victime, l'autre va la sauver en voulant l'aider, puis va se sentir envahir. Et quand il va lui demander de faire trop de choses, parce qu'il va trop l'aider, la victime va dire « Ah ouais, mais là, non, c'est trop pour moi ». Et du coup, elle va rendre le sauveur en persécuteur. Elle va commencer à le critiquer. Le persécuteur peut repasser en victime en se sentant attaqué, en disant « Mince, avec tout ce que j'ai fait pour toi, je viens t'aider ». Et du coup, tous les rôles vont se jouer à tour de rôle. Et c'est un trio infernal, des 3 rôles à chaque fois. Et c'est un piège relationnel. Parce que tant que chacun reste enfermé dans un rôle, personne ne prend vraiment la responsabilité émotionnelle. Personne ne communique depuis un espace d'adulte. C'est 2 enfants et chacun va parler avec ses propres blessures. Et tant que personne ne pose une limite claire, personne ne dit rien de ce qu'il ressent vraiment. Et qu'est-ce qui déclenche ces rôles sans qu'on les choisisse consciemment ? En fait, derrière chaque rôle se cache le déclencheur profond, souvent toujours lié à l'enfance, aux blessures émotionnelles, aux mémoires relationnelles, aux loyautés familiales, aux croyances héritées de la famille. On doit faire ceci, on ne doit pas être comme ci, aux croyances aussi de l'éducation, à nos propres croyances nous-mêmes, comme « je dois être fort tout le temps ». Je dois tout contrôler pour être en sécurité, vont activer le rôle du persécuteur. Des peurs de l'abandon, du rejet, de la solitude vont activer le rôle de la victime. Un besoin intense et voire immense de reconnaissance, un perfectionnisme même élevé, un conditionnement à être aimé, en rendant service, vont activer le rôle du sauveur. En fait, ces déclencheurs ne restent pas théoriques. Ils s'inscrivent dans le corps à travers des tensions, dans la nuque, la mâchoire, le ventre, une respiration beaucoup plus saccadée, un rythme cardiaque plus accéléré, une fatigue chronique, une irritabilité diffuse et même des troubles du sommeil. Et pourquoi c'est si important de reconnaître ces rôles ? Parce qu'en fait, si on reste enfermé dans ça, on va vivre que comme ça, dans la peur. On va toujours jouer le rôle du persécuteur, la victime, le rôle du sauveur. Et souvent, ces rôles, à chaque fois,
On va être dans les conflits tout le temps. Et il n'y aura jamais d'apaisement à chaque fois. Et ça tourne en boucle. Ça s'arrête jamais. C'est vraiment un cercle vicieux. Et en fait, c'est un terrain relationnel. C'est comme si qu'on jouait, mais qu'on ne doit jamais s'arrêter de jouer. C'est douloureux, c'est répétitif. Ça, c'est permanent, c'est dans le mental, ça épuise, ça enlève la joie de vivre. C'est des conflits tout le temps, sous toutes formes différentes. La communication, elle est faussée. On est tout le temps dans la défensive, on est agressif, on va fuir la discussion. Ça va être dans les disputes tout le temps. Ça va être une perte progressive de la confiance de soi envers l'autre et surtout une impression de subir sa vie relationnelle au lieu de la construire consciemment. Est-ce que tu aurais un exemple à nous proposer? Alors, je vais essayer de trouver un exemple. Alors, attends. On va prendre un exemple qui se joue dans les couples. Une femme qui traverse une période difficile, elle doute d'elle-même. Elle se plaint souvent, elle dit qu'elle n'y arrive plus, qu'elle est fatiguée dans son travail, qu'elle se sent nulle, qu'elle a besoin d'aide et elle se place sans le vouloir dans le rôle de la victime, du Calimero. Elle peut dire par exemple « J'en ai marre, rien va dans ma vie, je suis fatiguée, je suis épuisée, tout ce que je fais c'est mal, j'ai besoin que quelqu'un m'aide, je ne peux plus, je n'y arriverai jamais toute seule. » Et puis, il y a la rencontre. D'un coup, il y a lui qui arrive. Il l'aime, il veut l'aider, il veut la protéger. Il se met dans le rôle du sauveur. Il commence à tout faire pour elle. Il l'aide à régler ses papiers. Il lui dit « si jamais le travail ne te convient pas, fais une formation. » Parce que le sauveur donne des conseils. Il faut les appliquer. Il va lui dire « arrête ton travail, je prends en charge tout ça. » Il va prendre ses rendez-vous. Il décide à sa place. Il va anticiper les moindres besoins pour la soulager. Il lui dit « t'inquiète mon amour, je suis là, je gère. Laisse, je vais m'en occuper. Je sais ce qui est bon pour toi. » Au début, c'est génial. C'est fantastique d'avoir une personne comme ça, tout va bien. Puis petit à petit, lui aussi se sent épuisé. Il a l'impression de tout porter. Et quand il va lui demander de faire ceci ou cela et qu'elle va lui dire non, là, il va s'énerver. Il va se dire, mais attends, avec tout ce que je fais depuis le début, c'est moi qui t'aide à ta reconversion. C'est moi qui assume le ménage pendant que toi, tu es en train de faire tes formations. Et là, tu me dis non. Du coup, elle va se sentir agressée. Et le jour où elle dit, oui, mais là, t'en fais trop pour moi, tu m'étouffes un peu. Et bien là, la bascule. Et donc, on passe à un autre stade. Il passe de sauveur, comme je l'ai dit tout à l'heure, à persécuteur. Il va répondre, ah bon? Donc maintenant, j'en fais trop. Quoi que je fasse, de toute façon, t'es jamais contente. J'en fais déjà trop pour toi, de toute façon. Et là, elle va se renfermer, elle va se mettre à pleurer, elle va se sentir agressée et elle va replonger en tant que victime. Et elle va se dire, personne ne me comprend jamais. Même quand je parle calmement, on me tombe dessus. Et lui, il n'aura aucune reconnaissance parce qu'il ne se sentira pas de sauveur comme sauveur. Et le triangle s'est installé. Victime, sauveur, persécuteur, victime. Et on rejoue à chaque fois tous ces rôles. En fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Au départ, elle est victime, lui sauveur. Puis, il devient persécuteur, elle redevient victime, encore plus fort. Personne n'est méchant, personne ne manipule consciemment. Chacun agit depuis ses blessures, depuis l'enfance, depuis ce qu'il a grandi, depuis les traumatismes. Et puis, en cherchant du soutien, lui cherche à se sentir utile et dans le contrôle. Et tant que chacun reste coincé dans ce rôle, dans un rôle, tout ça, ça continue de se rejouer. Et concrètement, comment on s'en sort de ce triangle dans la vraie vie? En fait, sortir du triangle, c'est de dire stop. Je choisis la conscience plutôt que l'automatisme. Je choisis de me rendre responsable de ma vie, de reprendre à l'intérieur de moi. J'arrête de fuir, j'arrête de laisser l'autre le pouvoir de penser ou de faire à ma place. Dans ce triangle, c'est toujours l'enfant blessé, c'est toujours les souvenirs du passé au passé dépassé. Les ex, c'est toujours ça qui se rejoue. Là, c'est de se dire stop. J'ai identifié ça. Et une fois que je dis ça, je sors de ce triangle. Quand on sort de ça et qu'on parle de faits, de concret, d'actualité, non plus avec les émotions, j'ai peur, tu m'as fait mal, ça m'a fait ceci, t'es pas reconnaissance, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, à ce moment-là,
c'est apprendre à se responsabiliser, chacun face à ses émotions, chacun face à ses choix. C'est communiquer avec des phrases en jeu, à exprimer ses besoins réels, concrètement, sans attaquer l'autre. À respirer consciemment, à apprendre à faire des choix pour ça, à relâcher les tensions corporelles, le mouvement. C'est je reconnais chacun de mes rôles dans mes relations. Je pose mes limites avec respect. Je choisis de prendre ma responsabilité. En sortant de ce triangle, je deviens l'adulte et je veux parler à un adulte pour créer des liens équilibrés, libres, authentiques. Merci Daniela, c'est impressionnant de voir à quel point ce triangle explique nos conflits et nous ouvre des portes de transformation concrètes. En fait, souvent on le rejoue tout le temps sans s'en rendre compte. Ce qu'on fait dans le couple, ce qu'on fait aussi dans notre famille, on va le rejouer au travail. Et comprendre ces rôles-là, c'est reprendre son pouvoir, sa dynamique relationnelle. En fait, c'est choisir la lucidité de se dire, ok, là quand je parle comme ça ou quand je me rends victime, c'est la petite fille en moi qui parle ou le petit garçon en moi. C'est à ce moment-là, quand j'ai eu cette blessure-là qui parle. Aujourd'hui, je n'ai pas cette blessure-là. J'ai le droit de dire oui. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit de me poser, de faire mes choix. Et plutôt que la répétition, c'est apprendre à interagir avec maturité, responsabilité. Et ça, c'est être là, ressentir et accepter qu'on existe, qu'on vit, qu'on est un adulte aujourd'hui. Merci Daniela de nous avoir expliqué ce fameux triangle de Karpman. Alors dis-moi, de quoi tu aimerais qu'on parle la semaine prochaine ? Alors j'aimerais qu'on aborde la jalousie. Ah, c'est tout un thème. Merci à vous toutes et à tous pour votre écoute et merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses. Pour découvrir les accompagnements de Daniela Knafo, prendre rendez-vous pour une séance d'hypnose, de coaching ou de constellation familiale à son cabinet ou en visio, ou encore découvrir tous ses livres, rendez-vous sur www.danielaknafo.fr et sur Zenamo pour connaître toutes les dates des ateliers. Merci beaucoup Chiara. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Rappelez-vous, quand je cesse de jouer un rôle, je commence à vivre ma propre vérité. Devenez adulte à chaque fois. Très belle semaine à vous et souvenez-vous, ici pas maintenant, quand le podcast qui vous veut du bien. Et si pas maintenant, quand